Voilà, ça marche. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Sandrine de l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là et de discuter avec vous ces causes d'accident vasculaire cérébral ischémique vues du côté du cardiologue et du cardiologue interventionnel que je suis, avec véritablement une vraie collaboration avec les neurovasculaires au quotidien, puisqu'on partage maintenant beaucoup de sujets d'intérêt pour la prévention secondaire de ces patients. Donc, on va discuter de cela et je vais commencer par une question qui se pose régulièrement. L'embolie paradoxale existe-t-elle? On entend régulièrement sur les estrades que l'embolie paradoxale, finalement, c'est un événement exceptionnel et tellement exceptionnel que personne ne le voit et que peut-être bien que ces embolies viennent d'ailleurs et ne passent pas par le foramen ovale perméable dont on va parler dans un instant. Alors, je voudrais vous montrer un cas récent de collègues qui m'ont contacté pour un infarctus du myocarde. Et vous voyez ici une artère interventriculaire antérieure, une coronaire bouchée, et qui a été désobstruée avec une thrombectomie. C'est déjà un geste paradoxal puisque la thrombectomie dans l'infarctus du myocarde a été beaucoup utilisée et a été finalement déclassée dans les recommandations parce que les essais randomisés n'ont pas pu démontrer de supériorité du geste à titre systématique dans les infarctus. Je dis ça parce que je sais que la thrombectomie fait partie de votre arsenal pour les accidents ischémiques cérébraux. Donc là, ça a été une thrombectomie. Vous voyez ce que le collègue a ramené. Il a réouvert l'artère interventriculaire antérieure. Il y a peu de séquelles. Mais ce patient avait un accident dans un contexte très particulier. C'était un jeune patient extrêmement sportif qui venait de faire 600 km en vélo et qui, en rentrant, a fait l'embolie pulmonaire et l'infarctus antérieur. Et bien évidemment, ça se passe comme d'habitude au milieu de la nuit, mais le collègue se dit, je vais quand même regarder et faire un petit coup d'écho, et donc voilà l'écho. Et donc, on n'a pas besoin d'être cardiologue, hein, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui flotte dans l'oreillette gauche que vous voyez, et c'est pas une tumeur, c'est pas un myxome par exemple qui pourrait aussi emboliser. Et donc l'histoire est que, en fait, c'est un thrombus en transit dans le foramen ovale perméable. C'est un cas très récent, et donc le patient a fini sur une table de chirurgie pour extraction de ce thrombus qui était extrêmement menaçant pour emboliser ailleurs. Donc des cas comme cela, on en a beaucoup, mais on passe beaucoup à côté des embolies paradoxales d'une manière générale. Et donc je confirme, l'embolie paradoxale existe. Elle peut toucher les coronaires et bien d'autres artères non cérébrales. La thrombectomie coronaire, elle a marché là, donc ça c'est pour les cardiologues. Ne jetez pas ces outils au panier. La fermeture du FOP, clairement, est bonne pour la prévention cardiovasculaire, si on en doutait. Et le sport intensif est probablement mauvais pour la prévention cardiovasculaire. C'était le cas de ce patient qui arrivait complètement déshydraté après sa grande promenade en vélo. Alors quand rechercher un foramen ovale perméable, deuxième question, eh bien, devant tout accident ischémique symptomatique ou pas, dans la circulation artérielle en général, cérébrovasculaire, mais pas seulement, et en particulier si on n'a pas d'autres causes retrouvées. Et donc c'est ce que vous faites tous les jours pour vos patients, mais ce qu'on fait aussi de plus en plus, par exemple en cardiologie, puisque ce qu'on appelle les MINOCA, c'est-à-dire ces infarctus à coronaire saine, ne sont pas forcément des myocardiques ou des Takotsubo, ça peut être aussi des accidents emboliques, et donc on fait de plus en plus d'échos de contraste aux soins intensifs de cardiologie chez ces types de patients, et on découvre des FOP qui chantent massivement. La deuxième indication, c'est la désaturation. Ça peut être un syndrome platypnée-orthódéoxie, mais pas seulement, c'est pas toujours positionnel. Et il y a des patients extrêmement gênés par des épisodes de désaturation sur les FOP largement ouverts. J'ai fermé 8 FOP hier. Un FOP a été fermé pour une raison pneumologique. J'ai une patiente qui est arrivée à ma consultation sous oxygène et qui repart aujourd'hui sans oxygène. Ça marche très bien. Ça peut être recherché en cas d'accident de décompression chez les plongeurs. Vous savez qu'il faut le faire chez les plongeurs professionnels. C'est discuté pour les plongeurs amateurs. Mais il y a une vraie discussion autour de ces accidents de décompression. Et puis il y a des indications plus rares, et en particulier la neurochirurgie en position assise. Vous connaissez ça aussi bien que moi, et les anesthésistes demandent à ce qu'on soit sûr
qu'il n'y a pas de FOP chez ces patients qui pourraient être victimes d'embolie gazeuse en particulier. Pour mémoire, on voit de plus en plus aussi de FOP connus chez des patients qui voient un anesthésiste, par exemple pour une célioscopie, et qui sont récusés pour l'acte de célioscopie pour les mêmes raisons, qui sont des raisons d'embolie gazeuse. Et donc, on peut être amené à fermer des FOP pour des gestes chirurgicaux sous célioscopie. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Alors, comment on recherche un FOP? La réponse est très simple. On a beaucoup d'appareils d'échographie, mais il n'y en a qu'un qu'il faut utiliser pour le diagnostic. C'est l'échographie transthoracique avec contraste. C'est ce que vous voyez en haut à gauche, avec un shunt massif. Et c'est ça qui fait le diagnostic de shunt droit-gauche. Et c'est avec cela qu'on va aller plus loin. Les autres outils sont des outils pour évaluer l'anatomie du septum, que ce soit l'échographie transœsophagienne que vous voyez en haut à droite, classique avec sa grosse sonde et qui est un examen extrêmement mal supporté, en particulier chez les sujets jeunes qui ont un réflexe nauséeux important. On a la micro-ETO qui est une sonde beaucoup plus fine, mieux tolérée, mais la qualité d'image n'est pas au même niveau, mais elle peut être très utile pour fermer les FOP. Et puis, il y a ce que vous voyez en bas à droite, qui est l'échographie intracardiaque, qui a l'avantage d'éviter l'utilisation d'une sonde dans l'œsophage. Et ça permet de fermer des FOP sous anesthésie locale, sans anesthésiste dans la pièce, sans échographiste dans la pièce. C'est le cathétériseur qui fait tout. Et je dois dire qu'on a des images de qualité. Et on peut fermer des FOP aussi dans ces conditions-là. Donc on a des outils à disposition, mais gardez en tête, le diagnostic, c'est vraiment l'échographie transthoracique de contraste avec Vasalva, bien faite, et c'est important de le dire et de le redire. Il faut rechercher la source d'embolie. Si on ne la cherche pas, bien évidemment, on pense que ça vient peut-être de l'ASIA ou du FOP lui-même, mais franchement, c'est très improbable. En fait, beaucoup de ces patients ont des antécédents veineux thromboemboliques et personne n'a été les chercher. Ils ont des antécédents de phlébite ou d'embolie pulmonaire ou d'hémorroïdes, souvent opérés, ou de varicocèle chez les hommes, voire des varices qui ont été enlevées. Vous avez parfois des AVC qui surviennent 2 jours après une saphénectomie. Toutes ces histoires-là, il faut aller les chercher à l'interrogatoire. Elles ne viennent pas naturellement dans la discussion avec les patients. Bien sûr, les antécédents de thrombophilie, en général, c'est fait. Il faut regarder s'il n'y a pas d'autres embolies artérielles. Le patient ne va pas forcément penser à vous dire qu'il a été fogartisé sur une jambe, mais c'est la même chose. Les circonstances de l'AVC, bien sûr, sont importantes. Est-ce que c'est au cours d'un long voyage, en particulier en avion? Mais ce n'est pas forcément en avion. Récemment, j'ai vu un patient en consultation. Il était rentré du Portugal en voiture. Il s'était juste arrêté pour faire le plein. À l'arrivée, il a fait l'embolie pulmonaire et l'AVC. Il y a d'autres grandes causes d'embolie, bien évidemment, et on les cherche, c'est la fibrillation atriale. J'ouvre une parenthèse, le monitoring que vous faites dans vos unités de soins intensifs, ça n'est pas assez pour traquer la fibrillation atriale. C'est faussement rassurant. Il faut faire mieux que ça, et je sais que c'est difficile de faire mieux que ça. Et puis, il y a bien évidemment la sévérité du shunt. Plus le shunt est sévère, plus il y a d'ASIA, plus il y a d'anatomie délétère associée, en particulier la valve d'Eustachi, plus le risque emboligène est important. Donc tout ça, c'est le but de la consultation. Et en ce qui me concerne, je vois tous les patients avant de les mettre sur une table pour fermer un FOP. Autre chose, il ne suffit pas de les voir en consultation. Il faut leur demander d'enlever le pantalon et de regarder les jambes pour rechercher les varices, bien évidemment. Mais regardez ces 2 jambes d'une jeune femme. Il y a une jambe plus grosse que l'autre, et bien évidemment c'est important, c'est la jambe gauche. Et ben, ça signe un diagnostic qui s'appelle le May-Turner, et on a une haute prévalence d'anomalies veineuses dans le pelvis de ces patients qui ont des FOP et des FOP emboligènes. On trouve des May-Turner, on trouve des nutcrackers, on trouve des varices pelviennes, et on a un certain nombre de varices également au contact des tumeurs pelviennes et des fibromes en particulier, et donc il faut interroger les patients. Et donc quand vous avez ces paquets variqueux dans le pelvis, qui se voit très bien au scanner injecté ou en IRM, encore mieux en IRM, eh bien vous avez la source emboligène quasiment à coup sûr. Alors quelles sont les indications pour fermer un FOP? Eh bien vous les connaissez aussi bien que moi. Elles ont été balisées sur la base des essais randomisés. Et c'est là toute la limite à notre pratique, bien évidemment, puisque ces essais randomisés avaient des critères d'inclusion et d'exclusion qui sont reflétés par ce type de recommandations qui ne disent pas d'ailleurs exactement la même chose. Vous avez les recommandations françaises qui sont très cardio-neurologiques,
Et puis vous avez les recommandations européennes. Vous voyez que la limite d'âge supérieure n'est pas la même déjà. Et puis on peut rentrer dans le détail. Il y a des petites variantes en fonction de ce que vous prenez des critères d'inclusion et d'exclusion de ces essais randomisés. Et ça pose question, bien évidemment, parce que vous avez aussi en face de vous des patients qui ont plus de 60 ans ou plus de 65 ans, avec un FOP massivement perméable, pas d'athérosclérose, pas de fibrillation atriale, et vous vous dites, mais est-ce que ça peut être autre chose que ce FOP, alors qu'il y a une histoire compatible, en particulier avec une maladie veineuse thromboembolique qui peut être associée. Alors, question suivante, peut-on fermer chez les plus de 60 ans ou les plus de 65 ans? Est-ce qu'on a des données en attendant clause 2 qu'on aura dans plusieurs années? Eh bien, on a monté lentement mais sûrement un grand registre de FOP qui est sans doute le plus gros registre de FOP qui existe à l'heure actuelle, qui est au plan national avec maintenant près d'une vingtaine de centres. Et puis on a quelques centres étrangers qui se sont joints à nous au Québec, en Hollande, en Italie. Et on a à l'heure actuelle à peu près 3000 patients de FOP fermés dans ce registre. Donc si vous êtes intéressé, parlez avec vos cardiologues, venez nous rejoindre si vous n'êtes pas dans ce registre. C'est une masse de données extrêmement utile pour regarder ce qui se passe justement dans des indications qui ne sont pas encore complètement validées. Alors par exemple, les sujets âgés, on a regardé. Et vous voyez que quand on calcule le risque attendu d'AVC chez un patient de plus de 65 ans avec un foramen ovale perméable, eh bien la fermeture apporte, semble-t-il, une réduction tout à fait significative, même si ce groupe de patients âgés, globalement, a plus d'accidents ischémiques cérébraux dans le suivi que le groupe de patients jeunes. Parmi ces excès d'accidents ischémiques cérébraux, il y en a beaucoup qui sont liés sans doute au foramen ovale qui a été fermé chez eux. Est-ce qu'on peut fermer les vieux AVC? Pas les vieux patients, les vieux AVC, ceux que vous avez dans les tiroirs et que vous n'avez pas fermés avant 2017. Et bien évidemment, c'est très tentant. Et en particulier, tout le groupe contrôle de clause, ces patients-là n'ont pas bénéficié de la fermeture, alors que, manifestement, on sait que ça marche. Alors on a regardé cela aussi dans le registre, et vous voyez que quand on regarde le suivi de ces patients, eh bien on a l'impression de faire aussi bien avec les vieux AVC qu'avec les AVC de moins de 6 mois, et que sans doute il faut, en attendant d'avoir plus d'essais randomisés, je ne sais pas si on les verra ces essais randomisés, mais on peut accepter l'idée de fermer aussi ces vieux AVC. Traitement antiplaquettaire post-fermeture. On ne verra sans doute pas d'essais randomisés sur cette question. C'est terrible à dire, mais ce qui se passe, c'est que ces patients ont un FOP fermé et derrière, on ne sait pas ce qu'il faut leur donner dans, on va dire, les 3 mois post-fermeture, parce que globalement, les cardiologues interventionnels ont suivi ce qu'ils faisaient ailleurs, en particulier pour les stents coronaires. Alors ça n'a rien à voir, on est dans des oreillettes avec des flux lents, des pressions basses, de la stase, et que la logique voudrait qu'on raisonne plutôt en anticoagulant qu'en antiplaquettaire pour ces patients-là, surtout s'ils ont la maladie veineuse thromboembolique associée. En pratique, ils sont quasiment tous en France sous antiplaquettaires. Alors on a regardé, parce qu'il y avait quelque chose d'amusant dans ce registre, c'est que nos amis québécois ne font pas de traitement antiplaquettaire double. Mais pas du tout. Alors que tous les Français font du traitement antiplaquettaire double, parce que c'est écrit dans les recommandations. Et donc on a regardé les Québécois contre les Français. Les Québécois font que de l'aspirine après la fermeture de FOP, et les Français font que de l'aspirine et du clopidogrel. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? L'article est en train de sortir. Et grâce à ce registre, et voilà, les courbes sont superposées. On n'a pas l'impression de gagner avec le traitement antiplaquettaire double, et on a plutôt plus d'hémorragie, bien évidemment, qu'avec le traitement antiplaquettaire simple. Et donc, je dois dire que ça a changé ma pratique. C'est une thèse d'un de nos internes qui est publiée maintenant, et en attendant d'avoir l'essai randomisé qu'on ne verra peut-être jamais, j'ai réduit considérablement la durée du traitement antiplaquettaire double. Je ne l'ai pas encore arrêté, parce que j'ai des scrupules, mais globalement, ça se discute. Alors peut-être qu'il faut inverser la question, quel FOP ne faut-il pas fermer quand vous avez un FOP chez vous? Alors peut-être cette AIT cryptogénique avec un shunt tardif, donc discutable, sans ASIA, ou un ASIA sans shunt avec l'échographie transthoracique de contraste bien faite. Et c'est là tout l'enjeu, parce que on peut avoir des faux négatifs sur des échographies transthoraciques de contraste, on le sait, et c'est très opérateur dépendant.
Néanmoins, c'est un examen non invasif, extrêmement bien toléré. Il ne faut pas hésiter à le répéter, éventuellement dans d'autres mains. Et si vous avez 2 résultats discordants, c'est celui qui dit qu'il y est. Hein. C'est comme les enfants, celui qui dit qu'il y est, celui qui dit qu'il y a des bulles, il y a un FOP. C'est l'autre qui a tort. C'est toujours comme ça. Donc, n'hésitez pas à refaire l'examen si vous avez un doute. Et après, les autres conditions, mauvaise condition générale du patient, c'est quand même exceptionnel. La contre-indication à tout traitement antithrombotique, c'est exceptionnel. La contre-indication technique, ça peut arriver. Le thrombus dans la veine cave, le thrombus relais dans la veine cave. Souvent, on passe à côté. Moi, je fais souvent une angiographie veineuse avant pour être sûr que je ne vais pas emmener un caillot dans l'oreiller gauche. Et donc, il faut y penser. Ce n'est pas une contre-indication au geste, mais ça veut dire qu'il va falloir passer par les voies supérieures. Les autres indications, bien évidemment, ne sont pas validées au jour d'aujourd'hui, mais on sait que la fermeture de FOP marche plutôt pas mal sur certaines migraines. Qu'en prévention primaire, il y a un vrai enjeu, et on verra des essais randomisés dans la prévention primaire à haut risque. C'est qu'une question de temps. Et puis, il y a le problème de la plongée, en particulier chez les amateurs qui sont très accros à ce sport et qui n'envisagent pas de l'arrêter alors qu'ils ont fait un accident de décompression sur un foramen ovale perméable et que ce qu'on leur propose en termes de plongée avec le nitrox, les limitations de profondeur, etc., sont des pis-aller qui ne marchent pas très bien. La complication principale de la fermeture de FOP, c'est la fibrillation atriale. Et c'est clairement la complication la plus fréquente et qui peut être chiffrée. Quand on regarde les essais randomisés qui n'étaient pas faits pour ça, on tourne à 5-6% de fibrillation atriale en post-fermeture de FOP. C'est de loin la complication la plus courante de fermeture de FOP, en sachant que la moitié de ces patients sont totalement asymptomatiques. Alors vous allez me dire, mais peut-être que ces fibrillations atriales ne sont pas emboligènes. En fait, ça a été regardé. Il y a une méta-analyse bien faite pour ces patients qui ont fait de l'AFA post-fermeture de FOP. Le risque emboligène, il est de 0,9%. Donc ces FA sont emboligènes et représentent un risque en soi. Alors, on a fait un travail à la Pitié où systématiquement on a monitoré le rythme cardiaque des patients qui étaient fermés avec un FOP, soit avec un holter longue durée quand ils partaient, soit avec un Reveal parce qu'il représentait un risque particulier d'avoir la fibrillation atriale, en particulier parce qu'ils étaient âgés. Le chiffre qu'on a, systématique, de fibrillation atriale enregistrée par un holter longue durée, au moins un mois, voire un Reveal, c'est 21%, 20,9%. Un patient sur 5 fait un épisode de FA de plus de 30 secondes, qui est la définition de la F1. Lorsque vous regardez les patients jeunes à qui on a mis un holter longue durée parce qu'on n'y croyait pas, ils sont quand même à 10%, 9,9%. Les patients plus âgés dont on se méfiait, qui ont eu un Reveal, étaient à 29%, 28,9%. Il y a des facteurs de risque de FA, l'âge, le sexe, plus les hommes que les femmes, et la taille de la prothèse. Plus on est obligé de mettre une grosse prothèse, plus le disque gauche est gros, plus le risque de FA augmente. Voilà, donc méfiez-vous de la fibrillation atriale. Et j'ai l'habitude de dire à mes jeunes internes et aux urgentistes que j'ai au téléphone, un patient qui revient vous voir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il a un symptôme dans le thorax qui ne lui plaît pas, dans les 6 semaines qui suivent la fermeture de FOP, c'est une FA. Faites l'électro, sinon en rythme sinusal, ne cherchez pas 1400 heures, c'est une FA. Voilà, vous ferez une écho, la prothèse sera en place, et si vous ne faites rien, ça reviendra. Et il sera plus difficile à réduire. Alors on a mené l'essai randomisé pour essayer de résoudre ce problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pendant ces 2 premiers mois ou 3 premiers mois, ça suffirait largement, traiter ces patients avec un médicament qui marche très bien pour prévenir la FA chez ces cœurs 5 et la flécaïne. Et donc on a fait l'essai randomisé avec une douzaine de centres en France. Les recrutements sont terminés. On est en phase d'analyse. Vous aurez les résultats à l'ESC cet été. L'idée, c'est quand même qu'un traitement extrêmement bien supporté pendant 2 mois préviendrait les fibrillations atriales qui sont bien évidemment les complications les plus fréquentes. Alors le FOP, c'est pas tout. Il y a de plus en plus de diagnostics de CIA chez vos patients parce que, bien évidemment, quand on fait une écho de contraste avec Valsalva, le shunt s'inverse. Il est plus gauche-droit mais droit-gauche et on tombe sur des CIA qui étaient absolument méconnus auparavant. 80% des CIA de France sont diagnostiqués à l'âge adulte et pas chez l'enfant.
Voilà un exemple typique chez cette jeune femme, 19 ans, enceinte, qui fait l'accident ischémique cérébral. Et le diagnostic est simple. Il faut regarder l'électrocardiogramme, petit bloc incomplet droit. Il faut regarder la radiothorax avec ce bombement de l'arc moyen gauche. Il faut regarder l'échographie. Vous avez une CIA large et ça se ferme extrêmement facilement. Et donc, il n'y a pas de souci à se faire. C'est une cardiopathie emboligène. Il faut remettre ça au goût du jour. Et on ferme les CIA comme on ferme les FOP chez les patients qui ont fait un accident ischémique cérébral. Alors, des fois, c'est des situations plus complexes. Et vous pouvez avoir un septum avec 2 trous, un FOP et une CIA. L'échographie transœsophagienne le verra, pas l'échographie transthoracique. Mais la question, c'est est-ce que je ferme le FOP et je renvoie et je dis j'ai fait le boulot, j'ai fermé le FOP comme vous me l'avez demandé, et vous laissez un septum en place qui n'est pas étanche et qui a un shunter résiduel, ou est-ce que vous rendez le septum étanche? Et bien évidemment, mon point de vue est qu'il faut rendre le septum étanche, sinon ça n'a pas de sens en termes de prévention de l'accident ischémique cérébral. Et donc ça se fait avec des techniques qui sont un tout petit peu plus complexe. Vous voyez, il faut mettre 2 guides pour garder les 2 trous cathétérisés. Vous mettez une prothèse dans un trou, une prothèse dans l'autre trou, et vous amenez 2 prothèses de taille différente sur ces 2 trous, l'un postérieur qui est la CIA et l'autre antérieur qui est le foramen ovale perméable. Et vous contrôlez tout cela, et bien évidemment, quand vous faites le travail correctement, vous avez un septum étanche. Vous avez ici une écho de contraste per procédure, de fin de procédure, avec des bulles, et vous voyez qu'il n'y a pas une seule bulle qui traverse le septum. Je peux vous assurer que si vous laissez assis à postérieur, vous inondez l'oreillette gauche de bulles lorsque vous faites le contraste. Alors il y a des cas encore plus complexes, qui sont souvent d'ailleurs récusés par les cardiologues, qui sont les septums multiperforés. Alors par exemple, cette histoire récente, c'est un homme de 55 ans, en fait c'est un marin-pêcheur de Saint-Brieuc, et il vit sur son bateau, c'est son travail et son gagne-pain, et c'est la saison de la coquille Saint-Jacques. Et il voit les cardiologues après avoir vu les neurologues parce qu'il a fait l'accident ischémique cérébral, et on lui dit ça, on ne peut pas fermer. Et il va falloir vous opérer. Indication chirurgicale pour fermer ce FOP. Et donc le gars part en courant et dit « pas question, moi je repars sur mon bateau, sinon j'ai plus d'argent pour nourrir la famille ». Et donc mon collègue cardiologue m'appelle, m'envoie les images et dit « est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Je regarde les images, et je les regarde avec vous aujourd'hui. Voilà ce qu'on trouve. C'est pas un FOP, hein, c'est un septum multiperforé. C'est rare, mais ça arrive, et ça arrive à répétition. J'en avais un autre il y a 15 jours du même acabit. Et donc, faut garder en tête que dans des bonnes mains, ces septums, ça se ferme complètement sans shunt résiduel. Le prix à payer, c'est bien évidemment plusieurs prothèses, et vous reconstituez un septum, et vous rendez le septum étanche. Là, il y a 3 prothèses pour fermer 4 trous, mais globalement, je peux vous assurer qu'il n'y a plus aucun shunt chez ce patient qui est parti faire sa saison de la coquille Saint-Jacques. Alors, autre point, l'endocardite de prothèse de FOP, est-ce que ça existe? Pendant 20 ans, j'ai passé mon temps à écrire dans mes comptes rendus prévention de l'endocardite après une fermeture de FOP pendant 6 mois. Je me suis dit, mais combien de fois je me suis dit, mais à quoi ça sert d'écrire ça? J'ai jamais vu une endocardite sur prothèse de FOP de ma vie. Eh bien, il y a 1 mois, voilà. Première endocardite sur prothèse de FOP, et pas les moindres. C'est un véritable abcès sur une prothèse de FOP. Et donc ça, c'est la catastrophe, bien évidemment. C'est une septicémie, c'est une endocardite, c'est une chirurgie cardiaque, et avec des risques de complications post-opératoires qui sont extrêmement élevés. Si vous le voulez bien, si j'ai le temps, on va finir rapidement sur les fermetures d'auricule gauche pour compléter avec la fibrillation atriale. C'est des procédures qui existent depuis plus de 20 ans, puisque vous voyez ici une des premières patientes que j'avais fermées en 2003 ou 2004, avec un système qui s'appelait le système plateau. Les prothèses ont disparu pendant 10 ans, on a été démunis, elles sont revenues, et on a appris à fermer les auricules gauches de toute nature, de toute anatomie. Vous voyez parfois des anatomies extrêmement complexes. On a le choix des prothèses. Les prothèses Watchman, dans ce cas-là, par exemple, ne marchaient pas.
et il a fallu fermer avec une prothèse amulette, c'est ce que vous avez en bas. On arrive à occlure complètement l'auricule. On a appris à gérer les complications. Il n'y a plus d'hémopéricarde dans de bonnes mains avec un transseptal. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Où c'est absolument exceptionnel. Il ne devrait pas y avoir ou très peu des complications de ce type, c'est-à-dire des embolies de prothèse. La prothèse est trop petite. C'est pas chez nous. Elle est partie dans le ventricule gauche. Et puis vous voyez, il y a chambre de chasse aortique, une petite extrasystole, et hop, elle est partie. Il n'y a plus de problème. Elle est récupérée dans l'aorte. Les complications qu'on n'arrive pas à gérer, c'est ça. C'est les thromboses de prothèse. Pourquoi? Parce qu'on a des patients qui sont à haut risque thrombotique, qui ne peuvent pas avoir d'anticoagulant, pas d'antiagrégant parfois, et la thrombose de prothèse est possible, et bien évidemment avec les conséquences que sont l'AVC. On a appris à poser des prothèses d'auricule gauche sous anesthésie locale avec des cathéters intracardiaques d'échographie, comme vous voyez ici. Et surtout, attendez-vous à des changements d'indication parce que les études sont faites. Vous avez ici une étude AOD contre fermeture d'auricule gauche, randomisée, faite par les Tchèques. Le suivi à court terme ne montrait pas de différence. Le suivi à 5 ans montre une différence en faveur de la fermeture d'auricule gauche. Et vous allez me dire, bah oui, mais c'est une petite étude, 400 patients. Bah oui, mais il y a beaucoup de registres. Quand vous regardez les registres, on s'aperçoit qu'il y a des réductions d'événements hémorragiques, bien évidemment, mais aussi ischémiques et surtout, de manière absolument consistante, des réductions de mortalité. Vous l'avez ici sur une méta-analyse des 3 essais randomisés, réduction de mortalité. Vous l'avez ici sur une méta-analyse de 7 études comparatives, réduction de mortalité. Et donc on attend avec impatience ces essais randomisés, fermeture d'auricule gauche contre AOD, qui pourraient montrer une supériorité avec 5 ans de suivi. C'est le suivi qui va être long à attendre. Une supériorité des fermetures d'auricule gauche dans la fibrillation atriale. Et donc, si c'est le cas, le paradigme va changer et on traitera les fibrillations atriales autrement qu'avec les anticoagulants. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Montasco. Une formidable aventure, hein, le FOP, et on était assez en avance en France. Je m'en souviens des communications qu'il y avait il y a quelques années, et vous étiez déjà là, et toutes les équipes françaises ont pu arbitrer cette question qui nous posait des problèmes quand on était jeune avec le professeur Ben Smaïl. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Professeur Marc. C'est une question naïve, je ne suis pas cardiologue du tout, je suis médecin de médecine physique et réadaptation, mais j'ai entendu un peu, par-ci, par-là, des débats autour des foramènes au volet perméable. Sur le plan physiopathologique, comment vous expliquez l'embolie? C'est-à-dire que normalement, les pressions dans les cavités gauches, elles sont supérieures à celles dans les cavités droites. Et donc, je ne sais pas, alors après, peut-être que je pose une question idiote, mais... Non, ce n'est pas une question idiote. C'est vrai jusqu'à ce que vous fassiez un Valsalva, qui augmente vos pressions intrapulmonaires et intracardiaques, et vous inversez le niveau de pression. Et donc, c'est pour ça que vous avez, chez ces patients-là, beaucoup d'accidents aux toilettes. Vous avez, chez les musiciens, plus d'accidents chez les trompettistes que chez les violonistes. C'est pour ça que vous avez des accidents chez les plongeurs. Et tout effort de Valsalva peut causer ça. Et par exemple, les salles de gym sont des grands pourvoyeurs d'AVC parce que les efforts qui sont faits dans les salles de gym sont souvent à glotte fermée. Donc c'est souvent le Valsalva qui fait passer les caillots. Merci beaucoup. Une dernière question, Dr Quentin Saint-Maurice. Merci. Vous avez évoqué la prévention primaire, fermeture de FOP. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Diagnostic et... Alors, il y a plusieurs situations. Vous savez qu'on a eu des études randomisées sur les migraines qui étaient négatives. Et moi, ça me rappelle les études négatives qu'on avait dans la prévention secondaire des accidents ischémiques cérébraux, parce que quand on fait des analyses globales, groupées, méta-analyses fines, comme celle parue dans le JACC il y a quelques mois, eh bien, on voit que ça marche très bien sur la migraine et c'est significatif. Donc, on reverra des choses dans la migraine. Et sur la prévention primaire, c'est la prévention des patients à très haut risque, et en particulier ceux qui ont toutes les raisons de faire des accidents veineux thromboemboliques avec un FOP ouvert et qui n'ont pas fait encore l'accident embolique artériel.
Et ces patients-là, c'est un vrai problème. C'est la question, c'est est-ce qu'on attend qu'ils fassent le premier pour fermer ce FOP. Et je pense qu'on va voir des études qui vont s'attacher à ça, avec des FOP largement ouverts, à shunt massif, avec ASIA, avec Eustachi, et dessous une maladie veineuse thromboembolique qui a déjà parlé. Merci beaucoup.